vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un épisode un peu spécial qui reprend en fait une thématique très d'actualité pour l'ensemble de nos clients et autour de laquelle on a décidé de tourner à travers différents angles au cours des derniers mois. C'est le sujet de l'IA. L'IA et l'impact sur les RH et sur le développement des collaborateurs en entreprise. C'était important pour moi puisque nous avons eu le plaisir de recevoir des experts très différents et de très très bon niveau dans ce podcast, de pouvoir vous faire un condensé des meilleurs conseils et vraiment de toute l'essence qu'on a pu récupérer de ces épisodes-là pour vous donner un aperçu dans un temps condensé de tout ce qu'il pourrait y avoir à retenir comme type de réflexion. Je vous laisse avec l'épisode. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important de parler d'IA aujourd'hui ? Parce que on en parle depuis quelques années et de plus en plus avec des angles complètement différents, certains très anxiogènes, d'autres très optimistes. Et on a du mal à faire le tri sur où est-ce qu'on va, sur la vision. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer Luc Ferry, qui, comme vous le savez, est évidemment passionné par ce sujet-là et qui nous livrait sa vision de l'impact de l'IA sur l'évolution des métiers et sur le monde de demain. Je vous laisse déjà avec cette vision globale. Je pense que l'impact va être absolument énorme. Voilà, je pense que des centaines de millions d'emplois vont être supprimés ou remplacés par des IA. Et je pense que les économistes qui imaginaient que ça n'aurait pas d'impact ou très peu se sont trompés de A jusqu'à Z. D'abord parce qu'ils travaillaient sur des versions anciennes de ChatGPT généralement, mais aussi parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la robotique intelligente et humanoïde. Par exemple, les robots Optimus d'Elon Musk. Et en vérité, on va avoir, et on a déjà maintenant des robots qui sont des robots humanoïdes qui sont capables de servir à table, qui vous font un mojito quand vous rentrez à la maison, qui peuvent faire les devoirs aux enfants, qui peuvent aller faire les courses, mais surtout, ils ont un QI de polytechnicien et on peut leur faire passer sans problème une agrègue de biologie, d'histoire, de philo et de ce que vous voudrez d'autre. Et donc, vous aurez des laveurs de carreaux qui seront polytechniciens. Il y avait une grande affiche sur un bâtiment qui était en construction où les ouvriers, croyant être tranquille. C'était un peu ce qu'avait dit Daniel Susskind dans son livre La fin du travail. Il disait ça va attaquer les cols blancs mais pas les cols bleus. Et les ouvriers croyant être tranquilles avaient mis cette grande affiche où c'était marqué Hey ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux nous remplacer ? Mais ils tenaient pas compte de la robotique. Et aujourd'hui, les robots intelligents sont évidemment capables de construire un immeuble beaucoup mieux qu'un ouvrier humain. Ils travaillent à 24, ils sont pas à la CGT, ils emmerdent personne, ils font pas grève. Ils coûtent entre 15 et 20 000 euros. Et donc, évidemment que ça va avoir un impact aussi sur les cols bleus et pas simplement sur les cols blancs. Mais il y a des métiers qui sont, chez les cols blancs, très, très impactés. Évidemment, radiologue. Mais lisez le livre de Bibot sur la médecine, qui est professeur de cancérologie à Pompidou. Et il dit que son métier est déjà pulvérisé. Donc, je ne vais pas développer ça, mais l'impact sera ce qu'on aura dans la décennie qui vient en centaines de millions d'emplois supprimés, oui. Sam Altman, qui est quand même tout sauf idiot, c'est le patron d'OpenAI, a dit que dans la décennie qui vient, on verrait apparaître des licornes, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars sans aucun salarié humain. Goldman Sachs avait fait une étude il y a déjà 1 an et demi disant que 300 millions d'emplois seraient supprimés. Et donc, je pense que les chefs d'entreprise ne connaissent pas aujourd'hui l'IA, ils ne s'y sont pas encore suffisamment intéressés. Je fais énormément de conférences sur le sujet, que ce soit chez les médecins, les pharmaciens, les chefs d'entreprise. Quand je demande qui est abonné, levez la main, généralement c'est à peine 10%. Dans la salle, ça veut dire que les gens n'y croient pas encore. Quand on leur donne les performances des IA, ils rigolent parce qu'ils pensent que c'est une blague et ils se trompent. Et ça, il faut que les chefs d'entreprise se mettent ça dans la tête et qu'ils se mettent aussi dans la tête que des millions d'emplois vont être supprimés, ce qui pourrait être une bonne nouvelle d'une certaine manière parce que la masse salariale sera diminuée, mais ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les salariés. Maintenant, pour rentrer un petit peu plus concrètement dans ce que ça veut dire, je vais vous laisser avec Nicolas Guyon, qui est le créateur du premier podcast d'IA en France, donc Comptoir IA, qui est ambassadeur du plan national Oser l'IA, et qui nous explique ici pourquoi toutes les entreprises doivent se saisir du sujet et embarquer l'ensemble des collaborateurs. Ne laisser personne sur le côté du chemin, évidemment. Il a mené des plans de formation
pour des entreprises différentes, à des niveaux différents, et nous explique quelles sont les clés de succès pour embarquer tout le monde et éviter finalement une société à différentes vitesses où certains pourraient prendre le train en marche et d'autres resteraient complètement sur la touche. Au-delà des best practices de formation, Nicolas partage aussi avec nous sa vision de la place qu'on doit laisser à l'IA et la façon dont on doit faire un duo avec. Les entreprises, moi je pense qu'elles commencent à prendre en main ce sujet de l'IA. Et je pense qu'il faut surtout pas se précipiter, qu'il faut pas essayer de trop en raconter, de faire quelque chose de complexe, d'essayer de surcommuniquer sur ce qu'on fait avec l'IA. Je pense qu'il faut être honnête, réaliste. Et aujourd'hui, en fait, le niveau, moi, ce que je vois avec les entreprises, c'est tout simplement, c'est une prise en main de l'IA. Donc, pour moi, ça passe par deux choses qui sont le choix d'un LLM, d'un modèle de langage, qui a pignon sur rue. Donc, on pourra en parler. Et ensuite, deuxièmement, mettre en place une formation. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire dans un premier temps. L'IA, c'est une révolution, une nouvelle révolution industrielle. Ce sujet, tout le monde doit se l'approprier. C'est pour ça qu'on parle d'acculturation, qui semblait être un gros mot. En fait, c'est une nouvelle culture aujourd'hui. Tout le monde doit se former à l'IA, tout le monde doit l'utiliser, tout le monde doit être formé. Et être formé juste à un outil, c'est hyper réducteur, hyper dangereux. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Parce que sinon, on va arriver à une société multivitesse qui me fait peur, à des scénarios dystopiques. Se former à l'IA, pourquoi? Parce que si on est dépendant, si on connaît juste un outil, si on n'a pas tout le vernis de la compréhension de l'IA, ça va être hyper dangereux. Tout le monde doit bénéficier de cette formation à l'IA. Il faut créer un socle commun. Sinon, on va en laisser sur le côté de la route et ça fonctionnera pas. C'est quelque chose qui est hyper important. C'est la responsabilité des RH de mettre en place ces programmes de formation sur l'IA. Une journée suffit très largement pour devenir très à l'aise avec l'IA et explorer tout ce qu'on peut faire. En une journée, moi déjà, je peux montrer, faire de n'importe quelle personne, quelqu'un qui aura vu plus que son voisin, plus que 99% des gens de choses sur l'IA. Et au bout d'une journée, pour le coup, ils savent tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc ils comprennent ça. Ils ont plus peur de l'IA. Il n'y a plus d'anxiété. Ils ont envie d'utiliser l'IA et ils savent dès le lendemain comment gagner au minimum une journée par semaine. Donc c'est un investissement quand même qui est totalement justifié et sur lequel tu t'y retrouves très vite. Je pense qu'il faut considérer l'IA comme un collègue de plus en plus parce que tout simplement, il faut faire la distinction surtout et se dire que l'IA, ce n'est pas un outil. Souvent, pour se rassurer ou pour rester un petit peu les yeux bandés, on dit l'IA, c'est juste un outil de plus. Ce qu'il y a, c'est que, comme le dit Harari, l'IA n'est pas un outil en plus. C'est plutôt un agent ou un collègue. Des outils qui sont capables de penser, qui sont dotés d'une capacité d'action, d'un pouvoir de décision, j'en connais pas. Donc, on parle d'agent avec une capacité d'action, d'un collègue, et c'est comme ça qu'il faut s'adresser à la voix. Pour info, d'ailleurs, Chloé, de plus en plus, on travaille avec l'IA à la voix. Et donc, on interagit avec ces modèles à la voix. Et je peux te garantir que quand moi je discute, que quand je travaille avec l'IA, en fait, je parle avec l'IA, que ce soit avec Claude, que ce soit avec ChatGPT, souvent les deux, je leur parle un petit peu comme si c'était mon analyste, mon collègue, mon ami, et c'est comme ça que j'arrive à avancer avec eux. De toute façon, on est sur une technologie qui est tellement puissante, qui comprend tellement bien ce qu'on est capable, ce qu'on veut, on est obligé de travailler de cette manière-là. L'IA a hacké le langage, comme le dit aussi Harari. Hacker le langage, ça veut dire qu'elle nous comprend hyper bien. Donc ça veut dire que en fait, c'est une télécommande universelle qu'on peut utiliser pour travailler avec tous les outils qu'on peut utiliser derrière un ordinateur. Et donc à partir de là, ça veut dire que l'idéal, c'est de travailler comme avec un collègue. Ça va avoir des incidences, parce que peut-être même qu'il faudra réinventer les espaces de travail, les bureaux, parce qu'on va commencer, je pense, à tous parler à notre IA. Mais dans la considération, en effet, on doit être comme avec un collègue. Donc l'IA peut, comme vient de nous le dire Nicolas, vraiment
simplifier et agir comme un collègue au quotidien. Ce qui me paraît pertinent d'ajouter en parallèle, c'est ce que nous livrait Eric Hazan, founding partner de Ardabel Capital, mais qui vient de coécrire un ouvrage avec Olivier Sibony sur décider à l'heure de l'IA. Ce que nous livrait Eric, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance à livrer et déléguer un certain nombre de décisions sur lesquelles l'IA sera meilleure que nous. À quelles conditions et comment éviter de le faire sans trop de discernement, c'est ce qu'il nous explique ici. Aller vers plus de rationalité, c'est plus positif. Donc, du coup, quand on regarde, quand on cartographie les décisions qu'on a en face de soi, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. C'est, est-ce que finalement, techniquement, l'IA est pertinente pour cette décision? Donc, comment l'IA est pertinente pour une décision? En fait, il faut que les objectifs soient relativement pointus, relativement précis et qu'on ait plein de données. Non, mais il y a bien des décisions qu'on doit maintenant déléguer complètement à l'IA. C'est ce qu'on appelait les territoires conquis. Pourquoi? Parce que l'IA est meilleure que nous. On parlait de décision de diagnostic médical tout à l'heure. L'IA est meilleure que nous. Et en plus, ça va nous faire gagner un paquet de temps. Et on pourra se repositionner sur d'autres choses. Les médecins vont pas disparaître. Mais par contre, s'il y a une partie du diagnostic médical qui est outsourcée, ils vont passer plus de temps avec leurs patients. Et c'est pas plus mal. Et peut-être que les infirmières pourront traiter des décisions médicales qui étaient avant entre les mains des médecins. Tout ça, ça va bouger. Le champ le plus large de l'IA et de la décision, c'est la codécision. C'est-à-dire que on ne va plus décider seul dans bien des cas, mais on va se faire aider d'un outil, une espèce de copilote. Et donc cet outil, bon, d'abord on doit apprendre à l'utiliser, mais au-delà de ça, travailler avec cet outil va devenir un objectif de formation, mais aussi un objectif de pouvoir à l'intérieur même de l'entreprise. C'est-à-dire que cette codécision, elle doit être anticipée à l'intérieur même de l'entreprise et syndiquée. Ouais. Et en fait, un dirigeant aujourd'hui qui dit « je rejette l'IA », en fait, d'abord, d'un point de vue de la compétitivité, il va se faire dépasser par les autres qui vont l'utiliser. Et de l'autre côté, en fait, il doit absolument se dire, demain, quelles sont les compétences qui seront en demande, quelles sont les compétences qui seront moins en demande pour faire évoluer sa population, son corps social, vers plus de performance et vers un capital humain meilleur. Et c'est ça, finalement, le fait qu'il milite pour éviter un rejet de l'IA. Notre invité suivant, Gérald Bronner, qui est professeur de sociologie à la Sorbonne et qui publie très régulièrement des ouvrages dont À l'assaut du réel, donc une vraie référence aussi sur toute cette réflexion autour de l'IA et des précautions à prendre autour. Vous le verrez, est assez d'accord avec Eric Hazan sur une partie de ce qu'il vient de nous expliquer, mais il rajoute des précautions complémentaires qui me semblent très utiles à prendre en main pour les RH. Vous voyez un bon usage, par exemple, de l'intelligence artificielle. Chacun sait que l'intelligence collective a besoin, et c'est ce dont souvent souffre la décision politique d'ailleurs, d'un avocat du diable, c'est-à-dire de quelqu'un qui contredise de façon bienveillante et rationnelle les décisions qu'on peut prendre, puisqu'on sait qu'un groupe peut être conformiste, il peut y avoir dans une entreprise aussi des coûts à la divergence, et à se manifester d'un point de vue critique, ça peut empêcher votre ascension, etc. Bon, quoi qu'on en dise. Mais par contre, voilà un rôle que pourrait tout à fait endosser l'intelligence artificielle, parce qu'elle a rien à perdre. Si vous lui demandez d'être un avocat du diable, voilà ce que nous voulons décider. Et il y a une technique qui s'appelle la mort subie et qui fonctionne très bien quand, par exemple, une entreprise s'engage dans des investissements pour les 5 prochaines années et tout le monde est d'accord. Et vous faites ce test avec, alors vous voyez, vous essayez d'élargir un peu l'imagination, tout le monde est d'accord, mais supposons que dans 5 ans, en fait, c'était une décision catastrophique. Essayez d'imaginer. Je sais bien que vous êtes tous persuadés que c'est pas une décision catastrophique, mais essayez d'imaginer, puis chacun écrit sa petite dissertation. Et ensuite, le niveau de confiance individuelle et collective dans la décision a largement baissé. En fait, on a ouvert l'éventail du possible, c'est qu'avant, on n'avait pas conscience d'un certain nombre de choses. Nous sommes, dans certaines circonstances, frappés de ce qu'on appelle le biais d'optimisme. 70% des gens croient qu'ils conduisent mieux que les autres. Oui. Je crois qu'il y a 90% des professeurs d'université comme moi qui pensent qu'ils sont meilleurs que leurs collègues. Et 70% des gens pensent qu'ils sont plus humbles que les autres. Ouais, donc c'est celle que je préfère, moi. Et donc, je pense que l'IA, par exemple, peut... effectivement, parce que elle ne craindra pas la hiérarchie et vous pouvez, elle est fine-tunée pour rendre un maximum de services. Donc, si vous lui expliquez que que c'est utile pour vous dans le prompt, il se peut parfaitement qu'elle soit un très bon challenger d'idées, qui se défasse des questions hiérarchiques. Et on sait aussi qu'elle fonctionne bien, par exemple, pour le recrutement.
Ouais. Elle fonctionne bien pour le recrutement parce que quoi que nous en disions, même lorsque nous sommes des gens progressistes, nous sommes quand même lestés par des stéréotypes de genre, des stéréotypes ethniques, etc. Et que même si nous en rendons pas toujours compte, la question de l'inclusion est pas toujours facile à mettre en œuvre. L'IA, elle, si vous la promptez bien, elle va être capable dans certaines circonstances, faut bien la prompter parce qu'elle peut être porteuse de stéréotypes aussi, l'IA. Oui. Mais si vous la promptez pour qu'elle se défasse de ces stéréotypes, c'est normal parce que l'échantillon sur lequel elle est entraînée, elle peut être porteur de stéréotypes. Vous savez que c'est pour ça qu'il faut bien lui parler à l'IA. L'IA peut être un outil, en effet, pour lever un certain nombre de biais. C'est pas pour rien que l'IA, dans plein de domaines, notamment dans le domaine diagnostique, peut avoir des performances supérieures à des médecins très chevronnés. Je pense simplement, en effet, il faut pas ni la diaboliser, ni l'anthropomorphiser. C'est une prothèse. Je peux travailler mon esprit critique pour essayer d'en réduire l'empire, mais je peux aussi m'adosser à une prothèse qui pourrait être l'IA. Le vrai danger, c'est de substituer toute forme de réflexion inférentielle, d'effort intellectuel pour l'externaliser et le confier à l'IA. Voilà. Ce que l'IA peut nous apporter, c'est d'externaliser des tâches harassantes et pour lesquelles nous sommes sous-dimensionnés. En effet, faire peut-être un compte-rendu de réunion, c'est peut-être pas mal que l'IA fasse ça, etc. Moi, j'ai aucune objection. Mais le danger, c'est de devenir simplement la lazy thinking, c'est-à-dire la pensée paresseuse et s'abandonner, notamment en termes rédactionnels, systématiquement à une IA. Et la dernière invitée qui nous partage des éléments utiles sur le sujet, c'est Marion Cozard, PDG de l'École du recrutement, qui, en revenant à des sujets qui nous touchent plus côté RH, nous parle de l'utilisation de l'IA spécifiquement au sein du recrutement et nous rappelle à quel point l'IA ne remplace pas l'expertise et nécessite plus que jamais une maîtrise des fondamentaux. Je pense que pour le coup, l'IA est pas une nouvelle tendance, il va être un vrai changement de fond. Néanmoins, je suis toujours prudente au démarrage sur ce type de tendance. Et en effet, ce qui me vexe un peu, je crois, dans mes convictions, c'est qu'on essaye tout de suite de se jeter sur l'IA et sur toutes ces IA génératives qui peuvent nous aider dans notre quotidien de recruteur, alors qu'on maîtrise nous-mêmes pas notre job au démarrage et que je pense que c'est plutôt je sais pas si c'est dangereux. En tout cas, ça va clairement pas améliorer nos pratiques et ça va clairement pas nous faire grandir, nous, dans notre posture de recruteur, que de tout déléguer à une IA, alors qu'on maîtrise nous-mêmes déjà pas le sujet sur lequel on va la solliciter. Si tu reprends le process de recrutement du début, enfin, si tu le décomposes, chaque étape peut être déléguée, boostée, accompagnée par l'IA. Délégué, je sais pas, boosté en tout cas. Tu prends le sourcing, l'IA va pouvoir t'aider. Tu prends les annonces ou les messages d'approche, on peut t'aider. Le brief avec ton hiring manager, l'IA peut t'aider. La partie évaluation, enfin, en fait, à chaque fois, l'IA pourra t'aider. Est-ce que toi, en tant que recruteur, déjà, t'es en totale maîtrise de la méthodo? Est-ce que t'es sûr de vraiment être en contrôle de chaque étape de ce process pour pouvoir justement te faire accompagner et te faire booster par l'IA. Donc, à mon sens, moi, il y a 2 étapes qui sont très, très cruciales dans un process de recrutement, même si elles sont toutes évidemment très importantes, mais les deux qui sont très largement sous-cotées en recrutement. Pour moi, c'est la partie du brief, la prise de besoin avec ton hiring manager, donc la personne qui va recruter, pour qui tu pourvois un besoin. Et la partie évaluation, parce que tu as une illusion de facilité dans l'évaluation qui fait des ravages, quoi. Et je vous relais enfin une conversation passionnante qu'on a eue avec Philippe Lafond, donc directeur du développement au sein d'Authentic Talent. Dans la continuité de Marion qui nous parlait de recrutement, nous parlait d'assessment des candidats, des collaborateurs et partager nos convictions sur le sujet, notamment les précautions à prendre, la vision à avoir en termes de responsabilité et d'éthique quand on utilise l'IA à des fins d'évaluation ou d'accompagnement des personnes. Ça, c'est une évidence, mais également de se rappeler de l'importance de réussir à se distinguer de livrables qui paraissent toujours exceptionnels pour s'assurer de ne pas reproduire des erreurs et des biais à grande échelle. Quand on dit IA dans l'assessment, toi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différents volets que tu as pu identifier, les différentes tendances et comment tu peux les analyser aujourd'hui ?
Absolument. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on se centre uniquement sur la partie évaluation des candidats. Et donc, on le sait, hein, l'enjeu de l'assessment aujourd'hui, c'est de sécuriser toutes les décisions people. Donc, le premier point, c'est tout ce que l'IA va pouvoir nous apporter dans la facilitation du rôle de l'assesseur. Donc concrètement, tout ce qui va être cadrage des assessments, comprendre ce qu'on cherche à évaluer, préparer justement tous les guides d'entretien et tous les outils d'évaluation. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet sur l'aide à l'évaluation et l'aide à l'interprétation pour tous ceux qui utilisent des outils type outils de personnalité, type Hogan qu'on connaît bien. Donc il y a tout ce sujet-là sur lequel l'IA on ne sait pas, jouer un rôle. Le deuxième point, je pense, c'est effectivement dans la réalisation et la rédaction des analyses. C'est-à-dire que c'est une chose d'avoir une IA qui me permet de me préparer, d'interpréter plus vite et de faire qu'avant de me rendre dans un entretien d'évaluation, finalement, tout mon travail de préparation a été réduit par 10. C'en est une autre de penser que l'analyse va être faite instantanément, juste en pluguant peut-être un transcript de mon entretien. Et que le livrable d'évaluation, puisque tu le sais, à chaque fois qu'on termine un assessment, on transmet à la personne qui a été évaluée, comme à son manager, comme à son RH, des rapports d'assessment qui, historiquement, font quand même une grosse partie de la valeur produite par l'assessment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester au candidat et qu'est-ce qui va rester à son manager pour prendre la décision ou pour comprendre l'évaluation. Et où là aussi, on attend de l'IA que cette partie-là soit faite beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus fiable, peut-être de façon beaucoup plus personnalisée vis-à-vis de l'entreprise et de ses modèles de compétences. Ok, donc on va aborder l'amont et l'aval d'un processus d'assessment sur ce qui te paraît intéressant, faisable, pertinent au service du candidat comme de l'assesseur, du coach, du bénéficiaire, et puis ce qui, à ton sens, en tout cas à date, de tout ce qui va être justement trop dangereux. Peut-être que là-dessus, tu pourrais nous partager des grandes convictions que toi, justement, tu veux voir mettre en œuvre et tu mets en place, en tout cas, au sein d'Authentic Talent. Il y a 3 basiques pour moi qui vont probablement rester encore un certain temps, en tout cas qui vont pas être transformés du jour au lendemain. Le premier point, c'est pour moi, l'IA, il faut vraiment la considérer comme un outil qui va augmenter la qualité d'un assessment, si bien géré, bien mené, etc. Et je te donnerai tous les critères, évidemment, mais elle doit pas en prendre le contrôle. Et ça, c'est vraiment un point central dans mes convictions sur l'assessment. C'est à aucun moment, j'imagine que l'apport que va avoir l'IA sur un assessment va pouvoir contrôler la décision et remplacer effectivement le regard de l'évaluateur. Donc ça, j'y crois absolument pas. Bon, pour tout un tas de raisons. Mais je pense que mon deuxième point, d'ailleurs, il va aller dans ce sens-là. Il y a un vrai regard sur le cadre éthique que les entreprises vont vouloir poser autour de l'assessment. Parce que, encore une fois, il serait hyper tentant de déléguer une grosse partie, d'automatiser, de simplifier beaucoup de choses, surtout autour d'un métier aussi complexe et coûteux, hein, objectivement, en temps et en argent. Il y a une vraie réflexion à avoir en anticipation sur quelles règles j'ai envie de mettre derrière l'utilisation de l'IA en termes d'évaluation, au-delà de la contrainte légale qui évidemment permet de poser un certain nombre de choses. Qu'est-ce que je vais vouloir m'imposer de faire en termes d'éthique, ne serait-ce aussi que vis-à-vis des candidats et de la façon dont ils vont accepter la démarche. Et ça, je vois assez peu d'entreprises aujourd'hui qui se posent ces questions-là. Il y en a, hein. Mais le problème, c'est que si tu décides pas le cadre en amont, il y a beaucoup de chances que ça dérive beaucoup plus vite que tu puisses l'imaginer. Parce que sinon, les règles vont se dessiner d'elles-mêmes, les biais peuvent être perpétrés, amplifiés, etc. Donc voilà, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et puis le troisième point, ma troisième conviction, c'est où est-ce qu'on va replacer le rôle de l'humain dans la mesure où de toute façon il va se décaler un peu. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, l'IA va apporter de la valeur, elle va simplifier une partie du rôle de l'évaluateur et à mon sens elle va notamment simplifier une partie de l'analyse, elle va nous permettre d'aller plus vite. Et moi ma conviction c'est que il y aura toujours besoin d'un être humain puisqu'en fait le sujet n'est pas juste d'avoir une réponse ou une recommandation ou des faits, mais il y a un vrai enjeu de prise de conscience et de challenger. Et ça marche aussi parce qu'il y a une interaction avec un être humain qui s'engage. Que ce soit challenger le manager quand de toute façon il avait décidé que ce candidat ce serait le bon, c'est pas parce qu'il va lire un rapport qui sort tout droit de ChatGPT. J'imagine que ça t'arrive, Philippe, de temps en temps, tu lis un truc de ChatGPT qui confirme complètement ce que tu avais en tête, tu te dis excellente réponse mon ami. En revanche, quand il sort quelque chose qui est un peu à côté,
là, limite, tu l'engueules en lui disant « Est-ce que tu es sûr que tu as bien tout compris ?» etc. Et donc, il y a ce rôle-là de conseil de l'évaluateur qui va garder un point important. Mais ce que je me dis aussi, c'est que si l'évaluateur passe un peu moins de temps sur une partie de l'évaluation qui aurait de la valeur à être automatisée, il va pouvoir aussi passer plus de temps avec le candidat, puisque pour moi, l'assessment, c'est simplement le point de départ à une évolution du candidat et un développement du candidat qui se développe à l'extérieur de l'entreprise, et ça bénéficiera à la marque employeur, que ce soit qui se développe en interne quand elle est déjà dans l'entreprise. Mais finalement, l'évaluateur, il va pouvoir passer plus de temps à aider à la prise de conscience de ce qui a été observé pour que le candidat il puisse se nourrir de ça et que la démarche l'enrichisse vraiment. Et ça, pour moi, c'est une formidable nouvelle, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des tas de dispositifs d'assessment où le débrief au candidat est fait un peu entre deux portes à la va-vite, d'autant plus quand il n'est pas retenu pour le poste, faut se le dire. En un quart d'heure au téléphone, voilà, on vous a pas retenu, voilà les 3 éléments massifs de l'assessment. Peut-être que demain, justement, on pourra amener la valeur de l'assesseur ici pour que le candidat, il en retire quelque chose d'utile pour lui. Qu'est-ce qui doit être prioritaire, à ton sens, pour quelqu'un qui est aujourd'hui DRH, talent manager, talent acquisition, CHRO, etc., vis-à-vis de, à nouveau, l'IA et l'assessment? Je trouve que ce que tu nous as partagé comme limite et comme usage permet d'utiliser à peu près tout et évite de rentrer dans la technique des LLM. Mais voilà, qu'est-ce que tu voudrais vraiment leur partager comme sens de réflexion et priorité? Et le premier conseil, c'est s'interroger sur la place qu'on a envie de lui donner, les règles qu'on a envie de mettre autour, créer finalement la structure, le cadre éthique et le communiquer à l'ensemble des parties prenantes des processus d'évaluation de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important, c'est prendre une position. Toutes les entreprises aujourd'hui que je vois qui soit interdisent à leurs recruteurs d'utiliser l'IA, soit laissent faire un petit peu au petit bonheur la chance, prennent, à mon sens, un gros risque, parce que c'est pas parce que t'en parles pas que ça n'existe pas et que c'est pas tentant. Donc, il y a vraiment un sujet d'étudier vraiment le sujet en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en te demandant les implications, en te disant, à ce stade, qu'est-ce qu'on a envie de proposer, qu'est-ce qu'on a envie de permettre, sous quelles conditions, comment on a envie d'accompagner aussi les recruteurs, parce que si on les forme pas, effectivement, c'est là où tu tombes dans le plus de pièges. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est là où je dis que ce conseil, il n'est pas simple, mais ça fait déjà des années que je trouve que le marché est très confus. C'est-à-dire qu'en fait, un DRH qui a envie de doter son entreprise de pratiques d'évaluation vertueuses, correctes, respectueuses des candidats, en fait, c'est très difficile pour lui de se repérer parmi les 1000 outils du marché qui ont tous l'air plus séduisants les uns que les autres. Je trouve que l'IA a rajouté encore un peu plus de bruit là-dessus, un peu plus de confusion, parce que tout d'un coup, le champ des possibles devient énorme. Et notre capacité à évaluer la promesse, elle est assez faible quand on n'est pas soi-même un expert du sujet. Donc, j'aurais tendance à recommander au DRH de faire attention à des promesses qui ont l'air peut-être trop fabuleuses. Donc, quelque chose de génial qui vous permet une évaluation extrêmement précise dans un temps extrêmement restreint pour un coût extrêmement restreint. Je reste sur le même avis que j'ai depuis une quinzaine d'années. Ça cache quelque chose. Il y a un loup. Et donc, la réponse, c'est d'aller regarder sous le capot, concrètement, et de se dire, OK, on me propose une solution, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel biais est-ce que ça favorise ou ça amplifie, par exemple? Quels ont été les tests qui ont été faits en amont? Quelles données est-ce que ça prend en compte, etc., etc. Et le troisième point, c'est rester attentif je dirais vraiment à la qualité délivrable. Parce que, encore une fois, il va falloir rester dans cette approche de sparring partner, comme tu le disais tout à l'heure, de se dire comment est-ce que je vais évidemment m'aider de l'IA. Alors idéalement avec une approche bien réfléchie, avec peut-être un partenaire qui aura vraiment bossé dessus en amont et qui pourra m'éclairer sur ce chemin-là. Mais faire très attention au fait que la réponse, elle va être de plus en plus excellente, en tout cas en apparence, et donc cultiver l'esprit critique autour de ça. C'est pas parce que j'ai un rapport extrêmement bien écrit. Tu vois, moi, ce que je vois dans l'assessment depuis des années, c'est que tu as des entreprises qui adorent avoir un rapport de 15 pages avec des graphes tous plus excitants les uns que les autres, avec des conseils dans tous les sens, avec une évaluation extrêmement fine, etc. Parfois, l'enthousiasme qu'on peut avoir pour un support extrêmement complet alors que le candidat n'a passé qu'1 heure et demie en évaluation, il faut quand même redescendre un tout petit peu sur la réalité de ce qu'on peut fournir. Donc voilà, et en fait, l'effort, il va pas se limiter à avoir un très bon livrable. Je voudrais vraiment encourager les DRH à continuer à se poser la question de où est-ce que du coup, on va pouvoir mettre un petit peu plus d'accent, et notamment dans l'accompagnement a posteriori.
En conclusion, il me paraissait important au vu de la curiosité régulière de notre audience sur ce sujet-là de pouvoir vous repartager un extrait des éléments les plus saillants qu'on a pu récupérer à travers les interviews de différents intervenants passionnés par le sujet de l'IA. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ce que je retiens en synthèse, c'est que évidemment, ce sujet touche beaucoup et peut inquiéter aussi les DRH par rapport à leur rôle dans la prise en main de l'IA et l'accompagnement de l'IA, non pas seulement en termes d'appropriation technologique, mais d'accompagnement des personnes, de transformation culturelle que ça peut générer. J'ai envie de rappeler que ça génère évidemment de l'inquiétude dans tous les secteurs dans lesquels j'ai pu avoir des échanges avec DRH, parce que rien n'est figé et aujourd'hui, il n'y a aucune vérité qui a pu être assumée. Évidemment, le monde continue de changer, donc tout le monde teste des choses et c'est ce qui me semble être la meilleure approche aujourd'hui côté RH, c'est de rentrer dans cette démarche, de prendre le train en marche, faire du test and learn, laisser un champ de pratique aussi pour les collaborateurs pour qu'ils puissent progressivement s'approprier les outils, mais aussi leur rôle pour conduire toutes les transformations dans l'entreprise qui auront lieu grâce à l'IA. Voilà, et ne pas se mettre de frein, au contraire, essayer de saisir les opportunités en lui laissant sa juste place. J'espère que cet épisode vous a plu. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!